Donc, dans cette table ronde suivante, on a souhaité s'intéresser à l'ingéniosité qui se mettait en place à côté des métiers. Puisqu'aujourd'hui, finalement, on entend parler de cette fameuse pénurie dans les établissements et les services à la personne, et donc ceux-ci sont obligés d'être dans une dynamique de redynamisation. Et là-dedans, les volontaires des services civiques, on les rencontre de plus en plus dans les EHPAD et bientôt dans les services à la personne. La Croix-Rouge, donc représentée par Jean-Jacques Molly, qui est vice-président de la Croix-Rouge du Gard, et vous êtes chargé justement de la passerelle entre les bénévoles et l'activité Croix-Rouge. On a les bénévoles dans leur réalité. Et pour aller jusqu'au bout et avoir des bénévoles dans leur réalité, on est allé jusqu'au fond de la Haute-Loire, à Pont-à-Joux, chercher Jacqueline Carrasco, qui aujourd'hui est bénévole dans 4 associations, dont la DMR, dans lequel elle intervient. Donc j'avais envie d'avoir vos différents regards croisés. Jennifer, vous voulez commencer avec peut-être une petite explication sur aujourd'hui, vous représentez les services civiques Solidarité Senior. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se dynamise aujourd'hui? Quelle est la réalité en Occitanie? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à cette université d'automne. Effectivement, le service civique Solidarité Senior en fait, se déploie à l'échelle nationale, donc partout en France, mais également à La Réunion. L'objectif premier, c'est de mettre en place un service civique de qualité auprès des seniors pour lutter contre leur isolement, que ce soit au sein d'établissements, que ce soit au sein de collectivités, CCAS ou d'associations sur des interventions à domicile. Ce que l'on propose, en fait, c'est d'accompagner ces structures, ces collectivités sur la mise en place de services civiques, qu'elles aient ou non un agrément, à savoir qu'il faut être une structure publique ou privée à but non lucratif pour accueillir des jeunes en service civique. L'objectif, c'est d'outiller ces structures sur l'accueil de ces jeunes et notamment aussi de former ces jeunes correctement, de leur donner toutes les clés pour intervenir sur la lutte contre l'isolement au sein des structures ou directement au domicile des personnes âgées. On les forme autour de à peu près 11 temps de formation en partenariat, notamment avec la Croix-Rouge, justement, qui fait partie de la mobilisation Service civique Solidarité Senior, avec l'association Ciel Bleu que vous devez connaître, avec les Petits Frères des Pauvres. Enfin, voilà. On s'est entouré aussi de professionnels du grand âge pour former ces jeunes à intervenir sur les EHPAD ou auprès des aînés. Quel type d'intervention vont proposer ces jeunes? Alors attention, ce n'est pas des professionnels, ce n'est pas des bénévoles non plus, ce n'est pas des stagiaires comme vous avez l'habitude de recevoir. Non, là, ce sont vraiment des jeunes qui ont fait le choix de s'engager dans ce secteur auprès des aînés pour apporter leur petite pierre à l'édifice. Ils n'ont pas forcément de compétences précises et liées au secteur du grand âge puisqu'on les recrute sans CV, mais uniquement à la motivation. On les forme tout au long, on leur donne des billes. Mais ça n'en fait en aucun cas des professionnels du médico-social. Ce ne sont pas des aides-soignants. Ils ne peuvent pas manipuler les personnes âgées. Ils sont là pourquoi? Pour apporter, on va dire, leur fraîcheur aussi dans les établissements, créer du lien social, recréer du lien social, du lien intergénérationnel autour d'animations, autour de sorties, autour de visites de convivialité, de visites en chambre dans les EHPAD, autour de temps d'échange, de discussion. On est aussi en partenariat avec le Stop à l'isolement, le site internet. Donc pareil, on essaye de mettre en place des choses avec eux. Effectivement, on essaye aussi de s'entourer de personnalités, comme vous avez pu le citer tout à l'heure, Kev Adams, qui essaye un petit peu de leur donner un petit coup de jeune sur ce secteur-là. L'objectif aussi du service civique Solidarité Senior, c'est aussi de casser un peu les clichés dont souffre clairement cette filière. Il ne faut pas se voiler la face. Je pense que si on a beaucoup de mal à recruter aujourd'hui dans ce secteur, c'est parce qu'il souffre aussi de beaucoup de clichés. Donc l'objectif, c'est comment casser ces clichés et valoriser toutes ces filières-là. Mais c'est aussi à l'inverse, comment classer les clichés qu'on peut avoir sur les jeunes et montrer que les jeunes ont envie de s'engager, auprès des aînés. Et c'est comment faire en sorte qu'on y arrive tous ensemble et de les accompagner, d'accompagner les professionnels. Kev Adams, c'est le faux jeune qui a toujours l'air d'avoir 18 ans, qui en aura bientôt 60, il pourra passer directement en case senior. Jean-Jacques Molly, quels critères finalement à la Croix-Rouge aujourd'hui pour caractériser les bénévoles? Le besoin de formation, le besoin de niveau sup, c'est quelque chose qui est réel, que l'on rencontre aujourd'hui? Oui, alors en effet, sur le Gard, il y a 380 salariés,
Croix-Rouge dans nos différentes activités, filières. Et il y a maintenant presque 100 bénévoles. Donc on a une certaine expérience. Alors, historiquement, c'est la maraude, le SAMU social, qui fait que si nous n'avions pas de bénévoles, il n'y aurait pas de maraude. Il y a quand même des salariés. Alors, juste une petite précision. Dans un premier temps, je vous avais dit, mais oui, bien sûr, je vais parler des bénévoles dans les entreprises, mais j'ai regardé, les entreprises commerciales, a priori, ne peuvent pas faire recours à des bénévoles. Ça ne peut être que des membres de la famille. Par contre, je pense que nous sommes un certain nombre d'associatifs ici, et là, il n'y a pas de limite. Alors, comment s'y prendre, Je crois que c'est là votre question. C'est déjà de recruter, comme si on recrutait un salarié. Donc il faut pour ça une fiche de fonction et il faut une charte du bénévole pour bien fixer justement ce qui est du domaine du salarié et ce qui est du domaine du bénévole. Et il ne faut pas qu'il y ait de la place de l'un l'autre. Bon, des salariés peuvent être bénévoles, mais lorsqu'on est dans une mission, il faut vraiment que ça soit bien distinct. Ce qui est important également, c'est l'intégration. Parce qu'on voit un certain nombre de bénévoles qui viennent, des fois par curiosité. Bon, c'est pas mal la curiosité, mais l'objectif, c'est de les fidéliser, tout au moins ceux qui ont envie et qui ont de la compétence. Et ce que nous faisons, nous, c'est le parrainage. Parce que ça permet à la fois de faciliter l'intégration et puis la fidélisation. La formation, très important. Alors, suivant le mode de mission de bénévolat, la formation est plus ou moins importante. À la Croix-Rouge, par exemple, les secouristes ont une formation importante et longue et progressive. Pour les maraudes, c'est plus léger. Dans d'autres formes, ça peut être plus simple. Oui, alors je ne l'ai pas cité, j'ai cité la maraude, mais également dans les EHPAD, la directrice Anne-Manuelle Ferré est ici. Nous avons donc 2 établissements, plus les soins à domicile. Bon, là, il n'y a pas de bénévoles dans les soins à domicile, mais dans les 2 établissements, nous avons des tiers-lieux. Des tiers-lieux qui permettent d'ouvrir nos 2 EHPAD au quartier, à l'activité. Et donc là, c'est pareil, Anne, si nous n'avions pas les bénévoles, nous les avons d'abord recrutés, il n'y aurait pas forcément ce niveau d'activité. Voilà. Que vous dire encore? Quelques conseils? Dans un premier temps, j'y reviendrai après. On reprendra les conseils après. Vous m'aviez fait un petit peu saliver en me disant, si on parle des bénévoles à la Croix-Rouge, on va avoir Adriana Carambeu. Bon, elle n'est pas là. Mais du coup, j'ai pu récupérer Jacqueline à la place. Angela, je charrie un peu. Pas du tout le même physique. On se connaît. Non, vous êtes beaucoup mieux. Jacqueline Carrasco, heureuse retraitée. Oui, et alors, qu'est-ce qui fait qu'on se transforme de retraité en bénévole? Alors, déjà au départ, je vous explique comment j'en suis venue au bénévolat. Nous habitions donc un village à côté de Nîmes pendant de nombreuses années. Et à la retraite, nous avons décidé de tout vendre et de partir nous installer en Haute-Loire et notamment dans le Haut-Gévaudan, pays très rude, avec des gens aussi rudes. Et donc, nous sommes allés nous installer dans un petit hameau de 29 habitants. Bon, avec nous, la population a explosé, puisqu'avec nous 2, nous sommes 31 maintenant. Bon, et les gens ont été très sceptiques sur notre venue, sur notre installation. Pourquoi des gens de la ville et du sud, en plus, viennent s'installer dans cet endroit reculé? Donc, pour s'intégrer, moi j'ai pensé qu'il fallait aller au-devant de tout ce monde-là et aller voir s'il y avait des associations qui pouvaient prendre des bénévoles. Donc, je suis allée à Saugues, dans une ville 1800 habitants, mais là-bas c'est une ville importante. Je suis allée donc à Saugues et je me suis renseignée et donc je suis devenue bénévole dans 4 associations, dont la DMR. Votre travail, c'est ça l'ambiguïté, effectivement. C'est votre activité. Voilà. Non, c'est pas un travail, et en même temps, votre activité
En quoi elle consiste dans la réalité au quotidien? Alors, en ce qui concerne la DMR, il faut vous dire que dans le Haut-Gévaudan, là où il y a eu la fameuse bête du Gévaudan, qui n'est pas un mythe, dans le Haut-Gévaudan, il y a énormément de petits hameaux très, très isolés, très dispersés, avec donc des personnes qui sont très âgées, d'anciens agriculteurs ou éleveurs, et qui, en aucun cas, ne veulent quitter leur ferme. Parce que ce sont des habitations qui leur viennent de leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Et là-haut, il n'y a aucun moyen de transport. Si vous ne conduisez pas, vous pouvez vous rendre nulle part. Donc nous, à la DMR, les bénévoles, nous intervenons auprès de ces personnes très isolées. Il y a des hameaux, il y a 2 ou 3 maisons. D'ailleurs, je vous cite Méronne, une seule maison, un seul habitant, 92 ans, que nous appelons le Seigneur de Méronne parce qu'il est tout seul. Et donc nous intervenons chez eux pour refaire leur dossier d'aide. Alors, l'intervention, un dossier d'aide, renouvellement de dossier, ça ne durerait que 10 minutes. Et vous allez me dire, les aides à domicile pourraient très bien le faire. Mais quand nous intervenons chez eux, nous restons beaucoup plus longtemps. 1 heure, 1 heure et demie, parce que eux, c'est pas tant le dossier qu'ils veulent remplir, c'est vraiment voir du monde. Ils voient peu de monde. Nous intervenons aussi pour les visites, ce que nous appelons les visites de courtoisie. C'est-à-dire, par exemple, cette semaine, 2 personnes qui étaient hospitalisées sont revenues au domicile. Et là, nous sommes intervenus pour voir comment se passait ce retour au domicile. Nous discutons, voilà, nous restons. C'est vraiment du lien social. Et puis également, la DMR de Saugues a mis en place ce qu'elle appelle les rencontres au village. C'est-à-dire qu'une fois par mois, une commune, nous n'intervenons pas que dans une seule commune, mais dans plusieurs communes, la commune nous prête une salle. Et dans cette salle, nous faisons venir, nous allons les chercher avec un minibus, bien sûr, ces personnes âgées, et nous leur proposons un après-midi de lecture. Alors des lectures du terroir, de leur vie d'avant, de la paysannerie, ce qui les intéresse, bien entendu. Et avec un goûter, bien entendu. Et alors, à la fin de ces lectures, les échanges commencent. Il y a des personnes qui vivent à 4 ou 5 kilomètres, qui ne se sont pas vues depuis des mois et des mois. Et c'est vraiment le lien social qui prédomine. Alors vous aurez remarqué, elle est payée par l'Office du tourisme du Gévaudan. Et éventuellement, vous pouvez aussi la louer pour une soirée conte chez vous. Vous avez dit quelque chose de très intéressant aussi, c'est l'absence de transport. Voilà. On peut retrouver aussi dans certains cantons du Haut-Gard ou de l'Hérault, de l'Aveyron, des endroits où il y a vraiment des personnes qui sont extrêmement isolées. S'il n'y a pas de voiture aujourd'hui, on nous parle d'autres moyens de locomotion, mais sans voiture, on ne devient rien. Par contre, Jean-Jacques Molly, par rapport à ce que vient de dire Jacqueline, on est quand même flottant sur la frontière entre des tâches qui pourraient être confiées à un salarié et des tâches qui sont confiées à un bénévole. Alors peut-être aussi par manque de moyens, par ruralité accentuée, par présence de la bête du Gévaudan pas loin. Mais dans tous les cas, on sent quand même que cette frontière dont on a beaucoup parlé tous les deux au téléphone, elle est ténue. Oui, tout à fait. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que je crois qu'il faut que, par la définition de fonction et par la charte du bénévolat, les choses soient tout à fait clairement précisées. Voilà. Alors, on voit d'ailleurs, et c'est pas mal, que certains bénévoles, quand ils s'approchent de nous, le font dans le but d'un pré-recrutement. Alors, c'est une bonne filière que d'être d'abord bénévole ou d'être stagiaire pour rentrer dans une entreprise ou dans une association, parce que du coup, on se connaît mutuellement. Mais il faut déjà ne pas leur laisser d'espoir là-dessus. Si on est d'accord avec eux, c'est pour qu'ils fassent du bénévolat. Et donc, aucune rémunération. La seule chose que nous prenons, nous, en charge à la Croix-Rouge et qu'on peut vous conseiller d'étudier, c'est rembourser les frais. Bon, ça, quand on ne peut pas mettre à disposition des véhicules, et qu'ils engagent, par exemple, leur véhicule,
ça peut être remboursé ou certains repas, mais voilà, il faut que les choses soient tout à fait claires et que toute ambiguïté soit levée depuis le départ. Il y a aussi une chose sur laquelle je voudrais insister au moment du recrutement. C'est que vous assuriez, surtout sur des missions avec des cas lourds, c'est le cas des EHPAD, c'est le cas de l'IME de Montory, par exemple, et de tous les IME. Nous démarrons des missions sur Montory. Là, il ne faut pas qu'il y ait trop d'émotion, d'émotivité. Ne pas, voilà, parce que c'est la pire des choses, hein, quand on ne vit pas assez bien le partage entre la mission et soi-même. Voilà. S'investir en gardant une certaine distance. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Le côté passerelle entre le volontariat et le futur métier, c'est quelque chose. Vous avez une idée dans les services civiques des gens qui ensuite éventuellement continuent dans les métiers de service à la personne il y a vraiment ce phénomène de passerelle également? Oui, c'est vraiment l'objectif, c'est aussi de susciter clairement des passions et des vocations. On a beaucoup de jeunes qui entrent et qui n'ont pas forcément cette envie-là de partir sur ce type de métier-là. Et au fur et à mesure du temps passé dans les établissements, effectivement, voilà, il y a des vocations qui naissent. J'ai beaucoup de services civiques cette année qui n'ont pas été jusqu'au bout parce que en fait, ils ont trouvé leur vocation, ils ont passé des concours, ils ont été pris. J'ai une jeune fille dans le Lot, voilà, en plein milieu de son service civique, elle a dû arrêter parce qu'elle a été prise, elle a été majeure de sa promotion. Mais tant mieux, en fait, c'est vraiment l'objectif. On monte des formations, notamment avec Ciel Bleu là-dessus, sur les formations, les métiers et formations du bien vieillir, pour justement accompagner les jeunes qui ont ce souhait d'après volontariat de partir dans ce type de filière-là. Il y a 4 temps de formation, clairement, qui sont... S'il vous plaît, un petit peu de silence. Qui sont uniquement axés sur l'accompagnement au projet d'avenir des jeunes, justement, pour les accompagner correctement. Donc, en termes de chiffres, après, pour l'instant, ils ne sont pas énormes, hein, je ne vais pas mentir, on est aux alentours de 15 à 20% des jeunes qui quittent leur service civique Solidarité Senior et qui partent sur une formation ou un métier dans le médico-social. Mais c'est toujours ça. Et moi, ce qui compte aussi, c'est casser ces préjugés, donner une autre image de ces métiers et c'est recréer du lien social, tout simplement, quoi. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un service qui est assez connu, y compris par les structures associatives ou publiques? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un service qui est partout connu et bien sollicité? Alors, le service civique, dans le milieu, on va dire, de l'éducation populaire, c'est très, très bien connu. Moi, j'y ai travaillé 12 ans, donc c'est vrai que voilà, c'est reconnu. J'arrive dans le secteur du grand âge et c'est vrai que peu connaissent le service civique, peu de personnes y sont formées. C'est pour ça que c'est hyper important pour moi que vous puissiez m'inviter à ce type d'événement-là, parce que ça permet de vous parler du service civique, que ça existe et que c'est super. C'est une très belle initiative en tout cas. Et ce que je n'ai pas précisé et qui peut avoir son importance, c'est qu'on est entièrement financé par l'Agirc-Arrco. Donc quand on intervient, ça n'a aucun coût pour la collectivité, la structure, c'est 0 frais. Et les gens sont formés, parce qu'il faut avoir des tuteurs aussi pour accompagner ces jeunes. Les gens sont formés, les tuteurs sont formés, les jeunes sont formés. Ça permet de redynamiser les associations, les EHPAD. Ça permet de créer des visites de convivialité à domicile, de recréer du lien social dans les villages. Madame en parlait tout à l'heure, on intervient également dans tous les petits villages. Le but, c'est aussi de recréer du lien social à l'échelle d'un village, de recréer du lien entre une école, une crèche et une maison de retraite, une maison autonome, ou recréer du lien avec la DMR. Donc, au profit d'associations ou d'EHPAD ou de services associatifs ou publics. Exactement. Pas privés. Non. On est d'accord, ok. Jean-Jacques Molly ? Oui, je voudrais dire qu'il y a une autre ressource de bénévoles, alors qui cette fois-ci ne sont pas des jeunes, mais sont des personnes en fin de carrière. C'est ce qu'on appelle le mécénat de compétences. Il y a un certain nombre de grands groupes tels que la SNCF, tels que la Poste, même des groupes privés, Orange et autres, qui, pour gérer la fin de carrière d'un certain nombre de leurs salariés, les dispensent d'activités dans l'entreprise pour des raisons internes, et alors qu'ils ont encore 1 an, 2 ans, voire 3 ans d'activité, ils sont détachés dans des associations. Et là, une autre catégorie de bénévoles, ils ne sont pas à la recherche d'un futur emploi, mais ils ont de l'expérience, ils ont du savoir-faire,
et ça ne coûte pas du tout d'argent. Là aussi, on a vis-à-vis d'eux un engagement de formation, de fiches de mission, de charte, et c'est une bonne solution. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent. Jacqueline Carrasco, on a toute une vie de travail, on se dit c'est la retraite et puis on devient bénévole, donc on n'arrête pas finalement lorsqu'on passe à la retraite. Le bénévolat, Oui. c'est vous savez peut-être pas que aujourd'hui les seniors sont, entre les jeunes seniors entre 60 et 75 ans, c'est la première force bénévole en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on garde comme ça aussi un pied dans la réalité, un pied dans la vie, c'est-à-dire que vous apportez des choses aux gens et en retour, ils vous en apportent également? Ah ben énormément. Hein. Moi, c'est une grande joie quand on quitte ces personnes âgées qui vivent dans ces coins si reculés, de voir leur sourire et leur accueil. C'est quelque chose de fabuleux. Et puis, comme je vous l'ai dit au départ, ça m'a permis de m'intégrer dans cette population qui était complètement différente de moi. On dit toujours, il y a un dicton dans le Gévaudan qui dit le Gévaudan a 2 saisons, l'hiver et l'hiver qui vient. C'est clair. Donc, je suis partie ce matin, il faisait -4, je vous le dis de suite, voilà. Et donc, les portes se sont ouvertes dès que je suis rentrée dans ces associations. Pas des portes financières ni des portes professionnelles, mais les portes des maisons. Le regard des gens a changé. Et c'est un réel bonheur. Et maintenant, cela fait 2 ans que nous sommes en Gévaudan et nous sommes absolument, complètement intégrés à la population, grâce justement à ce bénévolat. Donc vous disiez bénévole dans 4 associations qui sont? Alors, Emmaüs. Mais Emmaüs Org est une petite structure où il n'y a que des bénévoles, contrairement à Emmaüs au Puy-en-Velay où il y a des salariés. Ensuite, je suis aussi bénévole dans ce qu'on appelle les ateliers de la Bruyère. Là, c'est une économie solidaire avec des chantiers d'insertion, où là, j'interviens ponctuellement. Mais c'est ça le bénévolat aussi, c'est pouvoir intervenir au moment où on le souhaite et aux horaires où on le souhaite. Voilà, c'est vraiment la grande différence avec du salarié qui a des obligations de jours de présence et d'horaire. Pas nous, pas les bénévoles. Enfin, en ce qui me concerne, du moins dans le Gévaudan. Donc, Emmaüs, je vous disais donc l'ADMR, également les ateliers de la Bruyère, donc avec ces chantiers d'insertion. Et puis, une association qui est une confrérie, la confrérie des pénitents blancs de Saugues, et qui travaille en parallèle, qui intervient en parallèle avec l'ADMR auprès des personnes âgées, mais aussi nous intervenons dans les EHPAD pour des soutiens quand ils nous le demandent. Alors, je vais être claire, la confrérie des pénitents blancs a bien sûr une connotation religieuse au départ, mais pas que, parce que nous intervenons bien sûr dans tout ce côté religieux et le Gévaudan a encore une pratique religieuse très importante, mais également au niveau social, c'est-à-dire quand il y a des personnes en difficulté morale, eh bien nous intervenons. Dernièrement, un monsieur qui était en instance de divorce a demandé aux pénitents de venir. Voilà. Donc en gros, on n'a aucun répit. On va à la boutique Emmaüs, on tombe sur vous, on sort à la DMR, vous êtes là, on passe devant l'église, on vous retrouve, c'est terrible. Et aussi l'accueil des pèlerins. Non, on ne veut pas savoir. Jean-Jacques Molly, un petit mot pour conclure, on passera à Jennifer. Ma conclusion, c'est, Jacqueline a dit une chose tout à fait importante, vue du côté des bénévoles, c'est-à-dire qu'on n'y va que lorsqu'on a envie, lorsqu'on est disponible. Alors, maintenant, je me mets du côté de l'employeur de bénévoles en vous donnant le fait qu'il faut accepter cette situation, mais dites bien à vos bénévoles qu'il faut qu'ils respectent leurs engagements à partir d'un planning. Donc, nous, ce que nous faisons sur nos différentes activités, c'est un planning hebdomadaire. On impose au moins une demi-journée. Hein, on ne vient pas... en tant que bénévole, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, voilà, parce qu'il faut qu'il y ait donnant-donnant. Voilà. Voilà. Donc, écoutez, au-delà de ça, la conclusion, c'est engagez-vous dans cette voie-là. Elle a des avantages. Alors, du côté des entreprises, c'est une
une ressource immédiate, quasiment immédiate. Et puis c'est, comme vous l'avez dit, et je l'avais dit, un réservoir de futurs salariés. Du côté des bénévoles, pour les plus jeunes, c'est enrichir un CV, ou pour certains qui sont en réorientation professionnelle, c'est enrichir un CV. Et puis pour nous, c'est occuper notre temps libre. Voilà. Jennifer, le mot de la fin? Le mot de la fin, je dirais que c'est faire confiance à cette branche qui est l'engagement. C'est quoi de mieux aussi que des personnes qui y croient, qui en veulent et qui ont envie de faire avancer les choses pour vous accompagner, vous aussi, au quotidien dans cette tâche qui n'est pas forcément toujours évidente. Mais voilà, ayez bien en tête que ce n'est pas du salariat, que ça reste un engagement, qu'il soit volontaire ou bénévole. Ça doit rester du donnant-donnant. Ils sont là pour donner, mais il faut aussi accepter de leur donner un petit peu de vous, de les accompagner, de les former, de les tutorer. Et je pense que il y a un vrai grand intérêt. Et juste si je peux passer aussi un petit message, vu qu'on est dans une université, je me dis peut-être qu'il y a au moins un universitaire dans cette salle. C'est juste l'objectif aussi, c'est le président de l'université, si vous avez un message super. Direct. C'est comment aussi aider les jeunes à s'engager dans ce type de démarche, que ce soit dans du bénévolat ou dans du volontariat. Et une des solutions, c'est reconnaître cet engagement au travers de la validation de crédit ECTS. Ça se fait dans beaucoup d'universités en France. J'en ai une en tête parce que je suis de là-bas, c'est l'université de Champollion à Albi, qui valorise l'engagement de l'ensemble de ses étudiants et qui crée des options spécifiques pour que les étudiants puissent s'engager aussi bien en tant que jeunes en service civique que bénévoles. Puisqu'on est là pour parler des aînés, mais on est aussi là, en tout cas moi pour ma part, pour parler des jeunes et de leur engagement. Donc je pense que c'est aussi à nous de leur donner les moyens de s'engager auprès de nos aînés. Voilà. On aime beaucoup Champollion qui est un partenaire apprécié. On a le temps de prendre avant la pause une ou deux questions. Pardon, pour moi, ce ne sera pas une question, ce sera juste une information. Donc, sur les services civiques, donc au niveau de la direction d'autonomie, donc on en a recruté 12, enfin c'est en cours de recrutement. Donc on est dans la dynamique. Je fais aussi appel, et je fais passer le message, vu qu'on est dans une université, j'en profite aussi. Tous les ans, au niveau du département du Gard, on fait appel à la voie de l'apprentissage, depuis donc, le BTS DUT jusqu'au master. Donc bien entendu, n'hésitez pas à envoyer vos candidatures tous les ans. Merci. Le micro arrive. Voilà, messieurs, dames, je suis venue aujourd'hui parce que ce sujet m'intéresse énormément. Vous parlez des accompagnants, c'est très bien. Moi, j'ai accompagné maman pendant 6 mois, donc jusqu'à sa mort, le 23 juillet, et on n'en parle pas assez parce que c'est très lourd à soigner sa maman, parce que finalement, elle devient un enfant, et c'est très lourd moralement et physiquement de voir quelqu'un qu'on a aimé qui se dégrade et l'accompagner jusqu'à sa dernière heure. Donc je trouve qu'il faudrait en parler un peu plus et nous aider plus, parce que moi, ça fait 2 mois et j'ai des difficultés encore. Alors, voilà. Je suis d'accord avec vous. Vous pouvez, après, une fois que l'université sera terminée, en discuter avec mes équipes, puisque le Gard a vraiment une politique extrêmement dynamique auprès des aidants. C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez, la thématique, c'est les métiers et la pénurie des métiers. Donc, comme on a traité la sexualité il y a 3 ans, comme on a traité la dignité, la thématique aujourd'hui, c'est les métiers. Mais vraiment, il y a une politique forte avec un réseau fort autour des aidants qui est puissamment encouragé. Et ça, vraiment, je leur rends hommage par le conseil départemental du Gard et la présidente. Kim, que vous avez là, est un relais parfait. Alors, je sais qu'autour, autour de vous, je vois des visages amis qui sont aussi dans cette dynamique. Mais bon, avec Kim, vous avez un bon relais après. Et j'en conviens, madame, enfin, vraiment, c'est un moment difficile, de toute façon. Accompagner et se remettre de la mort des parents, c'est une épreuve dans notre parcours d'humain. Et c'est une épreuve dont on ne sort pas tout à fait indemne. Grandit peut-être à un moment, mais pas indemne. Faire le parallèle avec le bénévolat, justement, que les proches aidants font... Pardon, oui, bonjour. Je disais, je pense que madame voulait faire le parallèle par rapport aux proches aidants et le bénévolat qu'ils font régulièrement et tous les jours et qui n'est peut-être pas forcément vraiment mis en lumière. Personnellement, je ne mettrai pas
sur le même plan le bénévole et l'aidant. Enfin, l'aidant mérite une attention à part particulière. L'aidant, il devient bénévole un peu malgré lui, d'une certaine manière. Je pense que c'est ce que la dame a voulu dire. Elle devient notre enfant. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Hein. Ouais. Après, j'ai soigné maman. Pour moi, c'était mon enfant, quelque part. Donc, moralement, c'est épuisant. Et on a envie d'une finalité. On n'a pas envie qu'elle parte, mais on a envie d'une finalité aussi. Qui est légitime. Et on a non seulement le deuil, mais en fait tout le tracé que l'on s'est donné pour la soigner. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, je trouve qu'on n'en parle pas assez et D'accord. c'est très lourd. Mais je pense que l'université l'an prochain aura certainement quelque chose à voir avec les aidants, sans rien dévoiler du sujet 2023. Je pense qu'on va retrouver ça et une dynamique conjointe justement pour valoriser tout ce qu'a fait le département et ce que l'on a découvert, ce que font mes prodigieuses équipes aussi, hein, parce que moi j'ai la chance d'avoir des équipes géniales qui sont par là, qui sont un peu partout. Tout ce qu'elles produisent, je pense que l'an prochain, ça méritera d'être appuyé en plus par le président Roig et l'université. Merci. Une dernière question ? Oui, merci. Denise Rubel, France Alzheimer et la coopération Mona Lisa, deux associations bénévoles qui n'ont pas été citées. Je voulais juste faire une remarque concernant les bénévoles. Ce dont nous avons le plus besoin à l'heure actuelle, c'est une reconnaissance sous forme d'un statut, comme en bénéficient maintenant depuis quelque temps les proches aidants, ils ont un statut national. Les bénévoles n'ont pas de statut national. Et ce besoin de reconnaissance, il faut aussi que les professionnels qui sont en contact de bénévoles participent de ça, parce que être bénévole, c'est bien sûr, on est animé d'une motivation altruiste, mais on attend aussi quelque chose, et on attend d'être valorisé, d'être reconnu dans cette fonction. Donc je souhaite que les professionnels soient un peu plus attentifs aux bénévoles qui interviennent auprès des mêmes personnes. Merci, Dr Strubel. Je vous propose d'en rester là sur cette table ronde. Alors sachez que tout est noté, qu'il y aura un rapport qui sera produit à l'issue de l'université d'automne, qui sera remis, y compris au cabinet du ministre. Donc évidemment, ça interroge les associations présentes ou les EHPAD présents, etc., sur leur rapport aux bénévoles, mais il y aura aussi une continuité. Je vous propose maintenant de prendre 10 minutes de pause pour les fumeurs, etc. À 16h, on a Marianne Monchamp, qui sera ancienne présidente de la CNSA, 2 fois ministre, DG de l'OCIRP, qui s'adressera à vous en visio. Et on enchaînera sur une table ronde dans laquelle je souhaite qu'on parle d'un dernier tabou, c'est la présence aujourd'hui dans nos structures de personnes étrangères, quelle est la réalité de leur place et comment on les considère. Donc prenez bien vos 10 minutes de pause. Pour ceux qui restent dans l'amphithéâtre, on va passer une vidéo de Pascal Terrasse, qui a été rapporteur à l'Assemblée nationale de l'APA et de la loi du 2 janvier 2002, qui va vous donner son sentiment sur aujourd'hui où on en est de l'APA, de ses évolutions et de la pénurie possible. Merci à mes 3 invités. À la question, avec un peu de recul, diriez-vous que la crise actuelle était prévisible? Oui et non. Oui, et j'ai l'habitude de le dire, les principales lois qui ont amené à la prise en charge du secteur du vieillissement, et notamment à domicile, comme au sein d'institutions, furent menées au tout début des années 2000. Et à ce moment-là, il faut bien le dire que ça a été un appel d'air formidable pour des femmes surtout, mais quelques hommes aussi qui n'avaient pas d'emploi. On était dans une période, il faut s'en rappeler, de crise de l'emploi. Le chômage n'était pas au niveau qu'il est aujourd'hui. Et donc, on a ouvert un champ à une activité qui était naissante. L'APA, dont j'avais été le rapporteur à l'époque, a créé beaucoup d'emplois. On disait même que ça avait créé plus d'emplois que l'usine Toyota qui avait été
créés à Valenciennes. Et on mettait en parallèle, au fond, ces emplois industriels massifs que l'on pouvait voir s'organiser sur un territoire, et puis des emplois plus diffus, qui, eux, étaient comptabilisés d'une manière assez différente, parce qu'ils étaient, comme je viens de le dire, diffus. Et à ce moment-là, dans les années 2000, eh bien, on a solvabilisé évidemment un service qui n'existait pas, avec des fonds publics importants. Les collectivités départementales, les départements en particulier, se sont engouffrés dans ce système avec les aides qui allaient avec. Et donc, assez rapidement, on a vu des établissements pour personnes âgées, alors évidemment publics, associatifs, mutualistes et privés, s'organiser de manière à faire en sorte qu'on professionnalise ce secteur. Et donc, petit à petit, tous ces foyers logements se sont transformés en établissement recevant essentiellement des personnes dépendantes. Et la dépendance n'est pas arrivée comme ça dans les années 2000, elle existait. Mais cette dépendance soit était prise en charge à domicile, avec quelquefois des aidants qui étaient en grande souffrance, en grande difficulté. Et puis, très souvent, cette dépendance pouvait être prise en charge, soit en hôpitaux psychiatriques, soit dans des soins de suite longue durée, des USL qui, dans les hôpitaux publics essentiellement, prenaient en charge ces patients. Et donc il y a eu un renversement à ce moment-là, où on a vu éclore un peu de partout des établissements nouveaux se créer, puis en même temps des établissements se transformer, je pense ici au foyer logement. Et donc à ce moment-là, il y a eu une forte poussée du salariat dans ce secteur-là, avec des jeunes qui sont arrivés sur le marché de l'emploi, avec des qualifications qui se sont mises en place. Et ces jeunes, aujourd'hui, ont largement vieilli, il faut bien le dire. Et donc, on se retrouve face à une situation où les travailleurs du secteur médico-social ont vieilli, beaucoup vieilli, et on retrouve là une situation qui est inconfortable, parce que la charge est de plus en plus lourde, on le sait, et en même temps, un personnel qui est difficilement reconfigurable dans d'autres métiers. Toujours dans la gestion des emplois, on arrive petit à petit avec de la formation à reconvertir un certain nombre de salariés qui souffriraient d'usure prématurée liée à l'emploi. Mais là, on ne peut pas, très difficilement. Tout le monde ne peut pas devenir animateur d'établissement ou secrétaire dans un établissement. Et donc, on se retrouve face à des femmes qui ont plus de 45 ans, très souvent 50 ans, et qui se retrouvent dans une difficulté professionnelle, malgré les politiques qui sont mises en place d'ergonomie au travail, malgré les dispositifs de formation qui sont mis en place, malgré les outils qui sont mis en place, dans des souffrances extrêmes. Et ce métier, il faut bien le dire, n'est pas très attrayant, parce que sa valorisation est plus compliqué que dans d'autres métiers. Et donc, dans certains territoires, et en particulier le milieu urbain, la ville, eh bien, on a de plus en plus de mal à trouver des salariés, ou lorsque l'on trouve des salariés, dès lors que ces mêmes salariés peuvent trouver un poste plus gratifiant dans d'autres secteurs, parce qu'on sait qu'il y a des tensions par ailleurs, eh bien, ils s'en vont, ils quittent l'établissement. Donc, il y a un vrai problème aujourd'hui, à la fois dans le recrutement, dans la reconnaissance, et en même temps dans les salaires qui sont offerts. Et puis je dirais même plus peut-être dans l'organisation du temps de travail. Parce que demander à des femmes de travailler en coupé, par exemple, de venir de très loin, parce que c'est souvent le cas lorsqu'il y a des établissements en milieu urbain, eh bien c'est coûteux. Et donc ça veut dire qu'il faut peut-être se réinterroger sur notre manière de faire, de réorganiser les services. C'est pas simple pour les directeurs d'établissement, pour les directeurs de services, mais si on n'y arrive pas, il va falloir qu'on trouve des solutions, parce qu'on peut toujours aller chercher des personnes qui n'ont pas forcément les compétences, et on connaît les risques que cela peut impliquer pour les résidents, pour les personnes âgées qui sont prises en charge. On peut faire appel également à des personnels, et on le voit très souvent venant de l'étranger, mais ce n'est pas une réponse qui est appropriée. Et donc, est-ce que je ferai la même chose? Oui, mais aujourd'hui, nous devons imaginer, peut-être avec force, ce que pourraient être ces métiers demain, avec une véritable reconnaissance technique, certes, mais pas seulement. La reconnaissance, elle passe par des prises en charge salariales qui soient à la hauteur. Typiquement, on voit que les ASH ont été augmentés avec l'évolution du SMIC. Très bien pour les ASH, mais on voit que leur niveau de revenu se rapproche vraiment des
aides-soignantes aujourd'hui, et les aides-soignants nous disent voilà, nous, on n'a pas bénéficié de ce système parce qu'on est juste au-dessus. Donc là encore, c'est l'ensemble du dispositif qui doit être relevé. Ça va de l'infirmière, évidemment, en passant par l'aide-soignante, en passant par les auxiliaires de vie qui travaillent en établissement. Mais vraiment, un grand plan est nécessaire. Et moi, d'ailleurs, j'appelle de mes voeux, parce que le gouvernement qui va entamer un débat sur les retraites, c'est bien un débat sur les retraites, mais imaginez-vous, et non pas simplement pour des femmes qui ont commencé à travailler tôt, pour partir plus tôt, mais des personnes qui ont des métiers très difficiles, et donc si on ne veut pas les retrouver à 50, 55 ans en arrêt maladie, parce que c'est très souvent ce qui se passe, eh bien il faut que la réforme des retraites n'impacte pas ces personnes. Et moi je serais partisan de ceux qui disent que, par exemple, pour les agents du secteur médico-social qui travaillent dans le champ des personnes âgées, eh bien, bénéficient de bonifications. 10 ans dans le secteur pourraient ouvrir droit à 15 mois, par exemple, de bonification permettant à ces femmes de partir plus tôt. À la question de l'allocation personnalisée à l'autonomie et de la loi du 2 janvier 2002 portant sur la réforme des institutions sociales et médico-sociales. Vous me posez la question suivante. Ces deux lois ont impacté le secteur. Pensez-vous qu'il faudrait passer à l'acte 2 de ces deux dispositifs législatifs? Je voudrais rappeler pour mémoire qu'avant la loi sur l'APA ou la réforme des institutions sociales et médico-sociales, il existait un certain nombre de dispositifs législatifs. Je pense notamment aux fameuses lois de 1975 qui ont quand même sacrément fait avancer la cause du champ social et médico-social. Alors essentiellement vers le secteur du handicap. Parce qu'à l'époque, en 1975, vous aviez d'abord une demande de reconnaissance très forte de la part des familles, des parents d'enfants en situation de handicap qui souhaitaient une évolution juridique, une meilleure prise en charge. Et ces grandes associations que l'on connaît, qui sont toujours aujourd'hui actives, ont eu des besoins d'évolution. Et donc la loi du 2 janvier 2002 est venue compléter le dispositif pour le rendre encore plus professionnel. Et peut-être que d'ailleurs, en rendant plus professionnel le secteur, on a éloigné petit à petit le sens de ces grandes associations qui portaient de vraies valeurs. Et d'ailleurs, je m'interroge toujours sur les valeurs qui sont portées par de nombreuses associations, où au fond et au final, si l'argent, si les mécanismes financiers, si la technostructure n'est pas venue enlever un peu de ces engagements de bénévoles, de parents qui étaient engagés dans leur structure. À côté de ça, l'allocation personnalisée à l'autonomie est venue compléter les dispositifs sur la prestation sociale dépendance, qui était une forme d'expérimentation qui avait été lancée par les départements. Et je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait la question du droit de tous pour tous. Fallait-il ouvrir ce droit à l'allocation personnalisée à tous? Fallait-il qu'il soit récupérable sur succession? On a eu un grand débat également sur le 5e risque. Et donc, nous avons opté à l'époque pour que les départements soient porteurs de ce dispositif, parce que nous considérions à l'époque, et à juste titre je crois, que les départements étaient la bonne maille territoriale en lien avec les CCAS et les opérateurs. Est venue ensuite une loi qui est venue apporter un dispositif déconcentré à travers la mise en place des agences hospitalières, puis des agences régionales de santé. Donc aujourd'hui, on est plutôt au temps de la confusion, ou en tout cas des débats où on ne sait plus qui fait quoi. Et donc, s'il devait y avoir un acte 2, ce serait pour, d'une part, faire en sorte que les financeurs soient aussi les décideurs, et peut-être qu'on évite de se retrouver face à des tutelles multiples qui peuvent occasionner quelquefois de véritables disparités d'un département à l'autre, d'incompréhension aussi. Faut-il que les départements continuent à gérer cette allocation? Certains considèrent qu'il faut créer une 5e branche de la sécurité sociale. Un dispositif a été pensé dans ce sens. Qu'est-ce qui fait qu'une 5e branche fonctionnerait mieux? Moi, je n'en vois pas forcément l'utilité. Je suis partisan des lois de décentralisation. Je suis partisan de celles et ceux qui considèrent que plus la proximité est là, plus on répond à des dispositifs.
Ensuite, en effet, les questions peut-être de l'accès au droit, qui soient à peu près identiques de partout en France, ne me paraît pas totalement absurde. L'idée d'avoir des dispositifs qui soient communs à tous les établissements, là aussi, me paraît pas absurde. Ce qui manque, en réalité, c'est pas forcément une réforme de l'outil administratif ou juridique, c'est encore les moyens qui sont pas forcément là où il faut et quand il le faut. Donc voilà, et puis dans tous les cas, on sait que tous les rapports, et je pense au rapport de Luc Broussy qui est assez récent, tous ces rapports mettent en évidence que pour arriver à une prise en charge qui soit à peu près satisfaisante, il faudrait mettre quelques milliards d'euros. Alors, ces quelques milliards d'euros avaient été envisagés avec la fin de la mobilisation de la CRDS, mais quand la CRDS a été finie, enfin, en tout cas, quand la dette sociale a été remboursée par la CADES, qui est la caisse qui amortit la dette sociale, eh bien, il y a eu l'aspect Covid qui est venu impacter sacrément les finances publiques. Donc voilà, il y a une question qui est posée. Moi, je crois qu'il faudrait remettre sur la table ce sujet, le porter avec les gestionnaires d'établissements, mais le porter aussi avec les collectivités territoriales. Je ne pense pas que l'État seul ou que la sécurité sociale demain soit en capacité de répondre à des exigences qui soient celles de la proximité, parce que la question de la dépendance, c'est pas seulement la question de la ressource qui est affectée, c'est aussi de l'organisation sur les territoires, de la prise en charge entre la ville, l'hôpital, les différentes associations, c'est le maillage qui peut exister entre la médecine de ville, les personnels soignants, paramédicaux, etc. Donc il y a un travail qui est nécessaire sur les territoires. Je ne suis pas certain qu'une vision trop centrée, étatique, soit de nature à bien répondre au dispositif. Alors après, on peut imaginer que ce soit plutôt les régions qui ont des moyens, mais là, à ce moment-là, se pose la question, en effet, de l'avenir des départements, parce que si on leur enlève d'un côté le RSA, comme je crois le comprendre, et demain l'allocation personnalisée à l'autonomie, il n'en restera plus grand-chose. Donc oui, à un acte 2, on l'attend depuis longtemps. Hein. J'ai le sentiment que beaucoup de gouvernements se sont succédés et ont promis des choses. Pour le moment, on ne voit pas venir grand-chose. Donc allons-y, il faut que l'État s'engage, que les parlementaires s'engagent et qu'il y ait une vraie politique du vieillissement dans ce pays qui est évidemment, tout le monde le sait, devant nous maintenant.